il se trouve que je suis devenu, enfin, je suis conférencier et que on m'honore d'une écoute assez importante aujourd'hui. Et donc, ce que je vois, c'est que la politique, et je ne critique absolument pas les politiciens, parce que je ne suis pas dans leur conscience. Je ne suis pas dans leur conscience, je ne sais pas qui ils sont. À eux d'être clairs avec eux-mêmes. Moi, je n'ai pas à donner de leçons de morale. À eux d'être clairs. Est-ce qu'ils font de la politique pour des ambitions élémentaires? Est-ce qu'ils font ça par une espèce d'engagement humain important, social, etc. Mais ce que je sais, c'est que ce dont je suis convaincu, c'est que la politique n'est pas du tout en phase avec les réalités du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un monde en mutation importante, et la politique reste égale à elle-même. Donc elle est constamment considérée comme la référence, alors que le monde change. Et c'est pour ça que la politique devrait être liée à un regard et à une évaluation de la réalité, telle qu'elle est, dans sa mutation. Et la politique devrait s'adapter en quelque sorte, tout en maintenant les valeurs, s'adapter aux différents contextes dans lesquels la société évolue. Alors on a l'impression que la société évolue d'une certaine façon, mais que la politique essaye de rattraper, mais elle ne devance pas. Il faudrait qu'elle devance la politique, il faudrait qu'elle propose en devançant les choses et non pas dans une gestion au quotidien des faits et des réalités. Voilà. C'est pour ça que la société civile, par contre, de par le fait que de plus en plus de gens sont orphelins du système, parce que perdre son travail, c'est être orphelin d'une logique. On est relégué. Et cette relégation, il y a déjà longtemps que des consciences protestent, ne s'adaptent pas au modèle et vont vers les utopies. Il faut quand même comprendre qu'on a besoin d'utopistes. Parce que l'utopiste, c'est celui... Souvent, c'est décrit, on dit utopiste, c'est réaliste. Non. Sans l'utopie, l'humanité n'aurait pas évolué. Quand ce brave, je ne sais plus... comment il s'appelait, celui qui a créé la céramique, il a brûlé tous ses meubles, enfin je me rappelle, etc. On lui disait, mais tu es complètement fou, qu'est-ce que tu es en train de faire, etc. Ben, il était déraisonnable. Voilà. Il était déraisonnable parce que la raison, là, on l'établit en fonction des critères qu'on a sociaux. Et les critères sociaux d'une société ne sont pas forcément les mêmes que dans une autre société, parce que chaque société a ses valeurs à elle et elle a défini. Et c'est ce qui fait la diversité de l'humanité, mais à la fois sa difficulté, puisqu'elle produit énormément d'antagonisme, de perception. Voilà. Donc l'utopiste, c'est celui qui ressent le besoin de tenter autre chose. Et de tenter autre chose. Alors on dit il est fou, puis finalement, quand on reprend l'histoire, combien de personnes ont été considérées comme folles alors qu'elles avaient raison, parce qu'elles avaient une pulsion qui ne relevait pas seulement de la raison, mais qui relevait du ressenti profond qu'on peut tous avoir à un certain moment, de dire pressentiment, voilà, on subodore les choses. C'est pas dans l'expression raisonnable, rationnelle. Parce que la rationalité bloque l'utopie. Et même dans la rationalité, il y a des utopistes aussi, parce que ceux qui ont inventé des moteurs, toutes les inventions qu'on a faites, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient utopistes et qui pensaient qu'il y a quelque chose à faire. Ils étaient déraisonnables, mais on constate qu'ils étaient déraisonnables d'une façon juste. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, plus que jamais, le champ social, d'une façon générale, le fonctionnement planétaire nécessite que nous sortions, nous nous libérions des schémas qui nous maintiennent pétrifiés, sortir de la pétrification pour aller vers la vie. Parce qu'aujourd'hui, tout est pétrifié. L'être humain, surtout dans le monde moderne, il est programmé. Hein, son boulot, les heures, le temps, le rapport au temps qui est un rapport quand même difficile et qui a subordonné en quelque sorte l'être humain, qui lui a redonné un schéma de temporalité qui est pétrifié. Et c'est pour ça que je reste inconditionnel sur mon jardin,
Parce que quand je vais dans mon jardin, voilà, je sème, je fais tout ce que je peux, mais je ne suis absolument pas assuré du résultat. Et en même temps, on rentre dans cette patience. On ne peut pas semer et récolter. Donc, c'est pas la peine de devenir jardinier si on n'a pas la patience. Donc, ça donne la patience. On n'est absolument pas toujours assuré de réussir. Quelquefois, on reçoit de ces baffes, pas possible, parce que... Et ensuite, on se demande, mais pourquoi ça n'a pas marché? On vérifie qu'on a peut-être fait une erreur, que ceci et cela. Et aussi ce miracle extraordinaire d'une petite graine presque insignifiante jaillit la vie. Vous savez, une graine de tomate, c'est rien du tout. Vous prenez un grain de blé, c'est rien. C'est rien. Vous regardez, c'est insignifiant. Et là-dedans, il y a l'intelligence et la vie. Comment se fait-il que je mets la graine dans la terre et que je n'ai pas besoin de lui dire tu fais ci, tu fais ça. Je mets simplement les conditions. J'amène l'eau et je mets la terre et elle se débrouille. Et elle s'épanouit. Et d'un grain de blé, vous avez des centaines de grains de blé. Si vous ressemez ces centaines de grains de blé, vous allez nourrir la planète tout entière. Donc le miracle est fondamental. Il est là. Mais nous, avec notre rationalité, en voulant tout contrôler, pourquoi on veut tout contrôler? Parce qu'on a peur. Et c'est lâcher prise et faire confiance à la vie. Voilà. Et on ne fait pas confiance à la vie parce qu'on veut absolument tout contrôler. Ça devrait être la conscience majeure. Il ne devrait même pas y avoir de parti écologique. C'est par défaut qu'il y a de parti écologique. Si dès le début, l'enfant, on l'éduque en lui disant, tu sais, tu dépends de cette plante, tu dépends de la terre, tu dépends de tout ça. C'est tout ça. Tu as été dans le sein de ta mère et t'a porté et a eu la naissance, mais tu continues à naître, à la vie. Et sache que la terre, c'est important, c'est ce qui te nourrit. Sache que les plantes, c'est important. Sache que les animaux sont importants, que tout ça, c'est important. Eh bien, dès tout petit, on intégrerait notre véritable place. Et par ailleurs, l'agriculture écologique, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de mettre des substances pour obtenir des résultats quantitatifs, etc., qui détruisent la faune, la flore de la terre est vivante. La terre, il y a des vers de terre, il y a des insectes, il y a des bactéries de toutes sortes. C'est un complexe extraordinairement vivant. Et bien, si j'amène des substances toxiques et que je les mets dans ce sol, je tue cette terre-mère. Moi, j'appelle ça terre-mère. Je rejoins un peu les primitifs qui parlent de terre-mère. Eh bien, à partir de là, ce qu'on appellerait l'écologie, c'est aussi nous intégrer aussi à cette notion d'écologie. Parce qu'aujourd'hui, la nourriture qui est produite de la façon dont elle est produite aujourd'hui avec la chimie, on sait très bien qu'elle nuit à la terre, mais elle nuit à l'individu. Parce qu'on ingère des substances qui sont des substances extrêmement négatives pour notre propre organisme. Voilà. Et c'est là où on n'est pas intelligent non plus. C'est-à-dire, en riant, en disant, avec la nourriture moderne, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce qu'en fait, on intègre dans sa propre physiologie, et ça, ce ne sont pas des théories, physiologiquement, nous mettons des nuisances et des substances nuisibles dans notre corps. Et la nourriture qui devrait entretenir la vie participe à la mort, et c'est terrible. Et c'est des choses simples finalement. Donc l'écologie n'est pas une chose, tant qu'on continuera à mettre l'écologie comme en quelque sorte un paramètre particulier, on se trompe. L'écologie, elle est générale et globale. Tout être humain, toute créature aujourd'hui est concernée par l'écologie. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi on lui a donné un espace alors que c'est l'espace, tout l'espace. Et c'est par défaut qu'on essaye de... Et je suis reconnaissant à ceux qui s'engagent à essayer par l'écologie politique à faire admettre l'écologie. Mais normalement, ça ne devrait pas. L'écologie, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, qu'on soit président de la République ou le dernier des balayeurs, peu importe, le nord, le sud, tout être humain est concerné par l'écologie et ça devrait être donc comme une évidence. Voilà. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à cette évidence et on est obligé d'emprunter des chemins compliqués pour la faire reconnaître.
Et ça, c'est anormal, totalement anormal. On a des capacités technologiques énormes, on fait des miracles technologiques, mais la combinatoire de tous ces miracles, c'est-à-dire de toutes ces aptitudes que nous avons, ne donne pas un système intelligent. Et donne un système au contraire inintelligent, parce qu'il n'y a rien de plus inintelligent que les armements, que la destruction, etc. C'est vraiment être stupide que de fabriquer des armes. Donc on sait très bien quelle est la finalité des armements. Donc j'imagine toujours des extraterrestres nous étudiant, nous observant, ils ne peuvent pas conclure que nous sommes intelligents. Je ne vois pas comment. Ils doivent se dire, mais ces gens-là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui leur arrive? Enfin, ils détruisent ce à quoi ils doivent la vie, ils se détruisent entre eux, ils naufragent une planète magnifique qui est une espèce d'oasis magnifique dans un grand désert astral et sidéral. Ils ont un don extraordinaire qui est cette planète qui leur donne tout, absolument tout, y compris la beauté, y compris tout ça. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est tout détruire. Donc arrêtons de nous prendre pour une espèce intelligente. Ça doit les faire rigoler, quoi. Alors les proclamations de l'intelligence, c'est simplement l'homme qui s'autoproclame intelligent. C'est quand même pas un congrès des éléphants et des girafes qui ont décidé que l'homme était. Donc il s'autoproclame en quelque sorte intelligent, et dans les faits, il ne l'est pas. Alors bien sûr, il y a ici ou là des consciences qui sont élevées et qui finalement ont la lucidité. Mais la lucidité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler les fonctions du cerveau. Je peux faire des performances scolaires, mais en faisant des performances scolaires, je ne suis pas pour autant que je suis intelligent. Enfin, je m'excuse pour ceux qui l'ont, etc. Donc l'intelligence relève de quelque chose qui est d'un autre ordre, qui est de la lucidité. Et où est-ce que je trouve l'intelligence? Quand je prends simplement un grain de blé, il est intelligent. Je le mets en terre, et bien il sait ce qu'il faut faire pour grandir, pour pousser, etc. C'est-à-dire que cette intelligence diffuse. Je ne suis pas en train de contrôler la digestion de mon déjeuner, ça se fait tout seul. Donc mon corps est intelligent. Il n'y a pas un bouton digestion. Tout se fait et nous sommes investis vraiment de cette intelligence de la vie qui est partout, qui est omniprésente. Et c'est celle-là qu'il faut écouter. Pourquoi l'écologie véritable, c'est justement de comprendre cette intelligence, et de souscrire à cette intelligence, et de se comporter intelligemment vis-à-vis de cette intelligence. Donc le problème aujourd'hui, c'est comment l'être humain peut changer. Et ça pourrait commencer par l'éducation des enfants. Les enfants, nous arrivons tous innocents, prêts à tout. Voilà, et on arrive dans une culture qui nous dit voilà le bien, voilà le mal, voilà ce qu'il faut faire. Puis finalement, on est inclus dans cette dualité déjà. Alors que si l'éducation supprimait la compétitivité pour mettre la coopération, pour mettre le respect, et apprendre à l'enfant tout petit, aidez-vous entre vous, voilà. Mais non, mais là, c'est la notation, on a 20 sur 20, on a 15, on est 6, c'est ce truc-là, c'est incroyable. Et l'enfant ne peut même pas exprimer ce qu'il est, parce qu'il est déterminé par une logique qui prend l'enfant, le conditionne à être un adulte adapté au système. Alors que chaque enfant devrait pouvoir exprimer ce qu'il est, c'est-à-dire s'épanouir en fonction de ce qu'il est, et faire de cet épanouissement une vraie valeur de transformation et de coopération. L'autre problème, évidemment, auquel je tiens à m'exprimer, c'est la subordination universelle des femmes. La femme, partout sur la planète, est subordonnée. C'est une anomalie terrible, parce qu'il n'y a aucune raison que cette énergie masculine et cette énergie féminines qui font ça. C'est ça, et c'est grâce à ça que la vie se poursuit. Eh bien, pourquoi les femmes sont-elles subordonnées sur l'ensemble de la planète et certaines même transformées en esclaves donc là, il y a un problème à résoudre aussi si nous voulons vraiment le changement social. La joie, on a tendance à confondre la joie avec le plaisir.
À mon avis, c'est d'une essence complètement différente. C'est quelque chose, à mon avis, qui préexisterait, hein, selon mon sentiment, et auquel on s'ouvre. Alors que le plaisir, on le cherche en quelque sorte, c'est-à-dire il est relativement éphémère, on se fait plaisir. Bon, moi j'ai pas de yacht, hein, on se fait plaisir avec des tas de choses, mais ce qui est frappant, c'est qu'on trouve des gens qui n'ont rien, qui sont dans une espèce de précarité même simple, comme j'en ai vu dans différentes régions du globe, et qui sont joyeux. C'est-à-dire que pour eux, chaque jour est une espèce de fête. Et c'est pour ça que je me suis dit que la joie est transcendante. Elle n'est pas reliée du tout au mécanisme de la vie elle-même. Elle est donnée à des gens qui n'ont rien, elle est confisquée à des gens qui devraient tout avoir et l'avoir. Donc c'est quelque chose de subtil. Mon sentiment, c'est que nous sommes en train de jouer notre va-tout et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Parce que quand on prend, évidemment, quand on examine les évolutions actuelles, hein, entre le genre humain, la nature, enfin tous les éléments constitutifs de la vie, dans sa pérennité, dans sa continuité, aujourd'hui, tous les clignotants sont au rouge. Tous. Que ce soit dans le domaine, évidemment, de la terre qu'on empoisonne, que les environnements, l'air qui est empoisonné, l'eau qui est empoisonnée, l'humanité qui s'entretue, et les dégradations, les épuisements des ressources aussi, notamment les ressources halieutiques, la déforestation. Je crois qu'on est vraiment dans une phase, et en même temps, comme nous possédons des outils très efficaces, c'est-à-dire que nos gestes, qu'ils soient bons ou négatifs, sont efficaces et rendus efficaces par la technologie. Donc, plus que jamais, pour donner un exemple, entre abattre un arbre avec une hache et suer, etc., et une tronçonneuse, ben aujourd'hui, c'est le même geste, mais qui est un geste qui est rendu d'une telle efficacité que plus que jamais, il faut que la conscience s'élève. Je ne parle pas de prise de conscience, parce que la conscience, c'est pas de l'électricité à laquelle on se branche, c'est pas une prise de conscience, c'est une espèce d'élévation de la conscience qui, pour moi, je l'assimile un peu à quelqu'un qui franchit une montagne, qui s'élève, donc, et plus il s'élève, plus le champ visuel grandit, et plus la conscience s'éclaire. Et aujourd'hui, c'est très, très, très urgent, parce que, en même temps, bon, on regarde toujours en perspective des catastrophes, alors que, d'après mon ami Ziegler, toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Sans compter les désastres que l'on produit, toute cette absurdité de la guerre et de la destruction. Et voilà. Donc je crois que c'est extrêmement urgent. Oui, je me permets de dire que je ne suis pas jardinier par chance, mais par volonté. Il faut bien préciser les choses. Si je n'avais pas décidé de le faire, c'est pas la chance. C'est une détermination personnelle à dire, moi je ne veux pas vivre dans l'exiguïté, alors que la vie est large, magnifique, et que tous les jours la nature nous offre de quoi nous émerveiller. Donc c'est un choix. Je ne me pose pas un exemple. Je ne dis pas, chacun fait ce qu'il veut. Donc pour moi c'était plutôt ça, c'est-à-dire arriver à tirer parti, enfin en quelque sorte à se relier aux lois fondamentales et éternelles, et non pas à la précarité et au caractère éphémère de ce que nous organisons. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait vraiment aujourd'hui, compte tenu que le paradigme, disons, technico-scientifico-industriel, etc., arrive finalement à ses limites, eh bien, il faudrait repenser globalement la réalité en intégrant l'espace rural dans une logique d'exutoire, parce que je ne vois vraiment pas comment les gens ne vont pas être confinés. Il faudra bien qu'il y ait un exutoire. Et cet exutoire, comment le réaliser?
si la ville elle-même ne peut pas assumer ce qu'elle avait engagé dès le début, de donner du boulot à tout le monde, de loger, etc., on est en train de dégrader tout ça. Donc il faudra probablement une nouvelle ère qui mettra en équilibre le monde rural et le monde urbain, de façon à ce que reprendre l'espace global, de façon à ce que les gens des villes aient un exutoire. Sinon, je ne vois pas, on ne peut pas être confiné complètement. Et par ailleurs, ça donnerait un équilibre formidable, puisqu'il s'agirait aussi de s'alimenter, il s'agirait d'avoir un rapport aux animaux, à la terre, aux végétaux, et ça ne peut que faire du bien. Et je crois qu'aujourd'hui, le temps est venu d'une politique ruralo-urbaine sérieuse, et pas simplement avoir de l'exploitation agricole du maïs à perte de vue pour gaver des animaux et les faire souffrir pour qu'on puisse consommer des protéines animales. C'est pas normal. Moi, je n'accuse personne, mais c'est absolument anormal que de traiter les animaux de cette façon. Vous voyez ? Donc, il pourrait y avoir une réorganisation qui permettrait, et moi je rencontre beaucoup de candidats au retour à la terre, mais la problématique de ces gens-là, c'est que le foncier est difficile à acquérir, soit ils héritent de quelque chose et ils sont chanceux, soit ils ont l'aspiration mais ils n'ont pas les moyens. Donc il y a des choses à régler. De toute façon, croire que le système urbain va perdurer encore longtemps, là c'est l'illusion. Il ne perdurera pas. Donc prenons les devants, et à ce moment-là, avec une vision anticipée, essayons de nous dire, quand la ville sera invivable, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a une politique nouvelle qui doit amener une vision nouvelle, et cette vision nouvelle, elle prend en compte évidemment les besoins réels de l'être humain, et c'est la raison pour laquelle, je reviens là-dessus, je pense que ce forum civique que nous voudrions faire, c'est de révéler, de célébrer et de montrer qu'il y a des solutions multiples et que c'est la société civile qui les invente et que ces solutions ne sont pas administrées par une logique totalitaire ou concentrationnaire, mais qui sont simplement une réaction de l'individu en quête de sens. Beaucoup de gens sont aujourd'hui en quête de sens. J'ai rencontré des gens, ils renoncent à un salaire important pourvu que ce qu'ils font donne sens. Et aujourd'hui, il y a un vide de sens de gens qui sont socialement bien situés, avec des très bons salaires, et qui vous disent ça me fait une belle jambe. D'abord, ce salaire, c'est pas cadeau, hein, ça me demande énormément d'énergie de l'obtenir. Et finalement, je suis pas heureux. Voilà. Est-ce que nous devons penser joie et bonheur de l'humanité, ou est-ce que nous devons penser produit national brut, quoi? Ça, il faut quand même faire le choix. On ne peut pas être dans le produit national brut et dévouer entièrement à la logique du produit national brut, avec la croissance économique indéfinie, avec la mondialisation, avec toutes ces choses-là, et croire qu'on peut de cela tirer du bonheur. Non. Et l'être humain est aliéné, donc il faut qu'il... Finalement, je vais me faire fusiller, ça c'est sûr qu'il y a quelque chose, il va y avoir un attentat contre Pierre Rabhi, ça c'est sûr. Et je ne remets pas, si je dis ça, c'est par compassion pour l'être humain. Je remets en cause le modèle qui nous a aliénés. Je ne remets pas en cause les êtres humains. Je trouve que nous sommes piégés par un modèle qui finalement fait de nous des sortes d'esclaves. Voilà. Et les dividendes, enfin, disons les résultats globaux sont entre les mains. Il paraît qu'il y a 1500 milliardaires en dollars sur la planète. C'est pire que de l'homéopathie, c'est même plus la dilution, je ne sais pas quoi. Si vous faites le ratio entre ces 1500 personnes milliardaires en dollars et le reste de l'humanité, vous êtes terrifiés. Et ces gens-là n'existeraient pas si nous étions dans la modération. C'est-à-dire si nous étions dans répondre à nos besoins légitimes et limiter le superflu. Parce que qu'est-ce qui fait tourner les choses aujourd'hui, c'est d'une façon absurde, c'est le superflu. Et moi-même, quand je fais ce que j'ai dans ma modeste maison, je me dis,
ça je peux m'en passer, ça je peux m'en passer. Et je suis déjà encombré d'un tas de choses qui en fait nécessitent du travail, nécessitent de la créativité, nécessitent de la matière, mobilisent des esprits, etc. Pourquoi faire? Pour avoir 30 à 40% de choses inutiles. Et vous avez, la décharge publique n'arrête pas de croître, les poubelles n'arrêtent pas de croître. Pendant ce temps-là, pendant que nous jetons de la nourriture dans nos poubelles, et de l'autre côté, il y a des enfants qui, eux, mangeraient bien ce que nous sommes en train de jeter. Donc il y a nécessité aujourd'hui d'une humanité qui évolue, une évolution de conscience. Une évolution de conscience qui ne nous fasse pas croire simplement que par les effets du microcosme et des réalisations, disons, alternatives que nous pouvons faire, que nous sommes en train de changer le monde. Voilà. Donc il y a aujourd'hui, soit c'est le global, l'humanité tout entière, soit nous aurons une humanité frustrée, et ça va donner de la violence, ça va donner du terrorisme, ça va donner toutes ces choses-là. Je pense vraiment que si nous étions attentifs à faire que chaque être humain accède à ce qui lui est légitime, en tant qu'être vivant, je pense qu'on réduirait beaucoup plus la violence de cette façon que de perfectionner les armes pour aller bombarder. Voilà. Et ça, c'est complètement fou. Moi, j'avoue que j'ai pas ce qu'on appelle l'espoir. Alors là, je reviens extrêmement, disons, rigoureux. L'humanité devient intelligente, recrée un autre ordre du monde, dans un autre paradigme, dans lequel il y a la paix, il y a l'amour, il y a le respect, il y a toutes ces valeurs fondamentales, et l'humanité perdurera. L'humanité continue à donner à tout ce qui est négatif encore de plus en plus d'ampleur, et elle disparaîtra. Il n'y a qu'à écouter les nouvelles de la radio ou de la télévision pour se rendre compte que cette destruction de la vie, la destruction des humains entre eux, eh bien, peut les amener finalement à leur propre éradication. Tout ce que je peux faire quand je reviens au microcosme, ça pourrait dire j'en ai ras-le-bol, j'arrête, c'est pas la peine, je fais une petite chose comme ça et à côté on fait une grosse chose négative, etc. Donc ça peut amener au découragement. Et après s'éveille quelque chose d'autre, c'est-à-dire suis-je conscient? Est-ce que j'ai une conscience? Est-ce que j'ai des valeurs? Est-ce que j'ai des convictions? Eh bien ces convictions et ces valeurs, je vais en fait les exercer dans mon propre royaume, mon territoire à moi, mon territoire personnel. Voilà, mon territoire, il est peut-être tout petit, mais en tout cas, ce territoire et ce royaume, je veux le gérer dans la cohérence. Après, il sera peut-être au milieu d'une immense incohérence, mais j'aurai gagné, au moins à partir de ma conscience, j'ai effectué et fait les choses en conscience, et donc dans leur propre intelligence et avec mes propres choix. Et c'est tout. Et le reste, je ne suis pas Dieu, je ne vais pas changer le monde à moi tout seul. Donc au moins, ma vie, essayer de reconquérir cette cohérence dans l'incohérence générale, c'est en quelque sorte récuser l'incohérence pour recréer sa propre cohérence. Et ensuite, évidemment, il y a les limites humaines. Parce que je peux aller manifester contre ceci, contre cela, et puis rentrer chez moi et pourrir la vie de tous ceux qui vivent autour de moi. Je peux bouffer bio, me chauffer à l'énergie solaire et exploiter mon prochain. Je veux dire, le problème, c'est pas de dire les alternatives vont nous sauver. Ce qui nous sauvera, c'est véritablement que nous puissions reprendre en compte notre être profond, et qu'à partir de cet être profond, nous construisons un être humain ouvert, un être humain qui soit dans l'amour, dans la beauté, dans le respect. C'est ça c'est pas en bouffant bio, et c'est pas en multipliant les panneaux solaires. Et donc il y a quelque chose à faire, et malheureusement il faut faire attention que les alternatives ne nous distraient pas et nous fassent croire que nous sommes en train de changer la société. Je vois bien la bio qui est déjà détournée par des systèmes, etc. Moi je reste très attaché au message évangélique christique proprement dit, dans cette insistance
c'est pas à travers l'Église ou autre chose, c'est simplement de cette insistance à affirmer qu'il n'y a que l'amour qui peut changer la société. Il n'y a que ça, à condition qu'on ne bricole pas avec les jalousies, les machins, les trucs, toute la complexité qui découle de tout ça. Mais l'amour en tant qu'essentiel, c'est-à-dire en tant qu'une valeur fondamentale, universelle et profonde, c'est ça qui peut changer la société. Voilà, je vous ai donc fait part de mes convictions. Ça ne reste pas évidemment que des convictions, parce qu'on essaye de mettre d'agir. C'est-à-dire que si je n'agissais pas, je ne vous dirais rien du tout, parce que ce n'est pas la peine de dire, écrire. Bon, aujourd'hui, c'est peut-on incarner les valeurs qui nous habitent, et je suis un agroécologiste, je ne m'en flatte pas, c'est comme ça. Je suis un écologiste, je suis un agroécologiste, je suis quelqu'un qui essaye d'enseigner le respect de la vie, de la terre, d'enseigner aux agriculteurs, qu'ils soient du sud ou du nord, de respecter la terre qui les nourrit, parce qu'on a besoin de cette terre vivante et on a besoin de la transmettre vivante aux générations futures. C'est un devoir sacré que de transmettre la terre vivante et non pas morte. Voilà, c'est mon petit microcosme dans lequel le pauvre petit Rabbi, parfois il n'est pas à la fête. mais il faut faire. En fait, moi quand j'ai émis cet ouvrage, La sobriété heureuse, je me suis dit ça va être peut-être perçu comme serrer la ceinture. Heureusement, j'ai ajouté heureuse, donc ça a équilibré en quelque sorte les choses. Et puis, voilà, et cet ouvrage qui invite à cette sobriété, à cette modération, à toutes ces choses-là, a beaucoup de succès. Ça veut dire que les gens ressentent bien que l'abondance, la surabondance, à quoi ça sert. Voilà. Et donc de ce côté-là, je pense qu'il y a les âmes et les consciences sont en train d'évoluer positivement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, tant qu'on peut, tant qu'on est vivant, il ne faut pas lâcher prise.